petit voyage intérieur, prendre le temps de se retrouver, prendre le temps de respirer. Juste la notion de s'intérioriser. La différence entre notre attention lorsqu'elle est tournée vers l'extérieur, quand on veut percevoir ce qui se passe à l'extérieur. Sorry, Eric. Can you start again? Can I start again? Les joies d'être en ligne. Désolée. On recommence. Ok. Tell me when. Alors on va se réintérioriser. En fait, à chaque moment qu'on regarde un petit peu vers l'intérieur, on se rend compte à quel point il est facile d'être attiré vers tout ce qui se passe autour de nous. Une grande partie de la journée, notre attention est tournée vers l'extérieur. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on perçoit. Mais lorsqu'on regarde vers l'intérieur, qu'on laisse le monde extérieur être là, et comme si on prenait une certaine distance. Alors on commence à faire attention à nos pensées, à écouter nos pensées et à choisir nos pensées. Alors j'imagine qu'en m'intériorisant, c'est comme si j'allais dans un espace très personnel. Je peux même me visualiser dans une petite pièce ou un petit coin quelque part, ou même à l'extérieur, dans un lieu particulier. Je peux imaginer que je place une bougie au centre de la pièce. Et je me concentre sur la flamme. Il n'y a rien dans l'espace qui m'attire, sauf cette petite lumière. Et je me sens dans un espace personnel, paisible, comme si c'était mon espace à moi. Je peux me retrouver seul avec moi-même, me concentrer sur cette flamme, cette lumière. Et le simple fait de me visualiser dans ce moment de solitude, enveloppé par le silence, concentré sur la lumière, je choisis de créer des pensées en harmonie avec cette lumière.
Me dire qu'à l'intérieur de moi, il y a aussi cette petite flamme, cette petite lumière qui brille. Ma conscience, l'âme. Et tout en regardant cette flamme extérieure, cette bougie devant moi, je fais apparaître aussi à l'intérieur de moi cette petite lumière. Une lumière qui me rappelle mon origine. Ce que j'étais au tout début, ce que j'ai toujours été et que je serai toujours. Une étincelle de vie. Une âme qui écoute l'appel, le son du silence. L'âme qui se souvient, qui recherche son origine. Et en visualisant cette lumière, je me souviens de toute cette paix intérieure, cette paix originelle, la paix du tout début. Comme si la vie était née du silence, née dans la paix, élevée dans la paix. La paix originelle de l'âme, la paix naturelle de l'âme. Et je regarde cette image devant moi, en me voyant contempler cette lumière dans cet espace très personnel, et en voyant en même temps cette étincelle qui brille en moi. Je me laisse attirer par cette lumière. Je ressens très profondément cette paix de lumière. Et ce silence, cette paix intérieure, me procure aussi le sentiment d'avoir un grand pouvoir, une grande force. J'apprécie à quel point la paix est aussi une énergie pure et une énergie puissante. Et en devenant paisible, empli de paix, je me sens beaucoup plus fort, plus stable.
Et je sais qu'en étant habité par cette paix, je pourrai affronter le monde extérieur différemment, en me souvenant de cet espace personnel où la lumière rencontre la lumière et où je m'emplis de paix et de puissance. Voilà, tout le monde est parti dans son petit espace intérieur. On était loin, hein. On ouvre les yeux, on dit, ouh, ok, rue Saint-Denis, d'accord, voilà, on revient dans la réalité. Très content de vous accueillir aujourd'hui. On a un thème vraiment très particulier. Je ne sais pas si vous avez lu le thème avant de venir ou sinon ça va être une surprise, puisque on peut vous dire que la méditation, c'est faire une pause, mais là on va faire une drôle de pause parce qu'on va parler de ménopause. Et plusieurs vont se demander, mais quel est le lien entre l'âme et la ménopause? Alors, à l'origine, en fait, pourquoi ça m'intéressait beaucoup de vous présenter la personne que je vais vous présenter dans 2 minutes, c'est que dans le cadre de mon travail, je pense il y a plus d'1 an, 2 ans, 1 an, je ne sais plus, j'étais sur un comité de sélection pour présenter les meilleures productions canadiennes à un festival international. Donc, on devait choisir les productions canadiennes télévisées. Et donc, j'ai dû regarder une série qui s'appelait L'Automéno, c'est ça, de Véronique Cloutier, ici au Québec, qui parlait de ménopause. Et membre du jury, ben, tu es ouvert, tu regardes tout, avec une oreille très attentive. Je n'avais pas vu la série avant. Et j'avoue que ça a été vraiment une série révélatrice pour moi. L'épisode, le premier épisode, en tout cas, a été vraiment une ouverture d'esprit. Je n'avais jamais réfléchi, en fait, à ce sujet, pour plein de raisons. Mais quand j'écoutais ça, je disais « Waouh, c'est fascinant !» Et ma réaction était « Mais tous les hommes doivent entendre ça. » Et aussi, ben, évidemment, toutes les femmes doivent en parler, j'imagine. Alors moi, je me sentais vraiment comme pas un imbécile, mais pas loin, quoi, quelqu'un de vraiment ignorant sur un sujet aussi important. Puis ensuite, je me suis dit, c'est drôle, je suis dans une organisation dirigée par les femmes et ben, on ne parle pas de ce sujet, alors que finalement, il peut avoir un impact énorme, non seulement dans la vie d'une femme, bien sûr, mais de ceux qui l'entourent. Et souvent, ben, dans la vie d'une femme, il y a un homme pas loin aussi, donc par ricochet, ou des hommes en fait, et des femmes. Et le sujet m'a apparu tellement intéressant, puis tellement pertinent dans la notion d'un bien-être global. Que si on veut être bien, puis que des fois même spirituellement, si on veut être bien,
Ben, il y a en effet des signaux du corps, il y a un langage du corps qu'on ne peut pas ignorer. Alors la ménopause en est un, mais si on a une maladie, si on a une condition physique difficile, on ne peut pas en faire abstraction puis s'imaginer qu'on va toucher le nirvana comme ça, sans avoir prêté attention attentivement à ce qui nous arrive physiquement. Alors, il faut qu'on parle de ménopause. Et comme par hasard, ben, un de mes meilleurs amis, ex-journaliste, mais journaliste dans l'âme encore aujourd'hui, avait enclenché plein d'études et de recherches, mais aussi de travail auprès des femmes pour parler de ménopause. Elle m'avait donné une petite carte sur la ménopause. J'ai dit, ben, j'ai la personne idéale pour parler de ménopause. Donc, j'aimerais inviter Eugénie à se joindre à nous. Bienvenue, bienvenue. Donc, Eugénie Franqueur. Eugénie, on se connaît depuis plus de 20 ans. Et oui, oui. Mais j'ose pas trop dire 30-40 parce que là, ça devient intimidant pour nos âges. Mais donc, Eugénie Franqueur, qu'on s'est connue par l'entremise de Radio-Canada et les Brahma Kumaris. Donc, on était tous les deux en parallèle dans les deux, un pied dans chaque organisme en parallèle tous les deux. J'ai connu Eugénie quand elle était à Londres aussi. Elle avait été à Vancouver, mais elle était à Londres à l'époque. Et très heureux de l'inciter, l'encourager à revenir à Montréal. Et on a été voisins. Eugénie habitait le 2e étage, moi le 3e, puis elle m'entendait marcher, elle m'entendait jouer la musique. Elle m'appelait pour me dire « C'est beau ce que tu joues, c'est quoi? » Et oups. Et moi, j'apportais des repas. Tu apportais les repas, oui, ça. Tonia connaît le système, une nouvelle voisine qui m'apporte des repas aussi. Et on a été voisins avec le centre aussi. C'était vraiment une très, très belle aventure qui continue. Et Eugénie, après plus de 20 ans, je pense, en journalisme, différents formats, nouvelles, radio, télé, qui a souvent, finalement, s'est retrouvée à faire des reportages qui parlaient beaucoup de santé, de bien-être, de valeurs, un peu comme moi j'ai fait aussi à Second Regard par la suite. Et par la suite, ben ça, je pense que Eugénie, tu avais des intérêts qui t'ont amené à aller, tu me disais tout à l'heure, sur ton X, donc à retrouver un domaine qui finalement te donne une patinoire peut-être plus large que le 2 minutes 30 de reportage nouvelle. Ouais, ben, en fait, radio, c'est 1:15, alors... Oui, ça peut être très court. Oui. Et donc là, tu t'es retrouvé plus comme ce qu'on appelle aujourd'hui coach en santé ou en bien-être. Coach santé, oui. Coach santé. Oui. Et donc, ça a été quand même un petit virage quand même dans ta carrière aussi. Maintenant, tu es coach santé plein temps. Oui, tout à fait, depuis quelques mois. Et donc, ça nous amène à parler de ce sujet très original. Je pense que ce sera notre conférence la plus originale de toute l'année. Sur pourquoi ne pas prendre une ménopause, enfin une ménopause. Alors, écoute, sans tarder, juste peut-être, aide-nous à confirmer que c'est bien un sujet qui a un lien avec une spiritualité. Comme on peut faire un lien entre les deux, non? Oui, un grand lien entre les deux. En fait, je pense que tout est matière à faire des liens avec la spiritualité parce qu'on vit quand même dans un corps. Puis, la ménopause, en fait, c'est un passage de vie obligé pour la moitié de la population qui vit jusqu'à cet âge-là. Et en médecine traditionnelle chinoise, la ménopause, c'est le second printemps. Alors, c'est très, très poétique, très rempli de belles images. Dans la réalité, c'est pas toujours aussi poétique que ça. Ça peut être... ça comme ressemble à un printemps québécois en ce moment. Ça ressemble au mois d'avril au Québec, oui. Un hiver qui finit plus, quoi. Oui, non, exactement. Et... je te disais tantôt en mangeant ton délicieux repas, merci, que j'ai des amis médecins, puis j'ai interviewé l'un d'eux la semaine dernière, puis on parlait justement d'hormones et de spiritualité. Bon, on parlait pas que de ça, mais je lui ai posé une question sur le lien entre les hormones et la spiritualité. Il m'a dit c'est beaucoup plus facile d'avoir des belles expériences de connexion spirituelle lorsque les hormones sont en équilibre. Je confirme. Oui. Oui. Parce qu'en fait, la ménopause, bon, je pense que tout le monde connaît le phénomène, mais je dis ça, mais en fait, c'est faux, parce que moi, je pensais connaître le phénomène, enfin, le passage obligatoire, mais de façon très
stéréotypé, cliché en fait. Et dans la série, moi ce que j'ai trouvé que Véronique Cloutier expliquait très bien, c'est qu'en fait la ménopause peut avoir beaucoup d'effets secondaires, variables selon l'individu, mais très variables. Puis c'est pour ça qu'elle appelait ça l'automéno. L'automéno, oui. Elle disait, certains peuvent avoir juste 1 ou 2 effets secondaires, puis à la limite, à peine s'apercevoir d'être passé en ménopause, alors que pour d'autres, elle disait que c'était son cas, elle a eu tous les effets secondaires. Bien, 80% des femmes vont avoir des inconforts importants à la ménopause, de l'insomnie aux bouffées de chaleur, avoir envie de tuer tout le monde. Ça, c'est dérangeant quand même. Oui, quand ça va, ces mots-là. perte de mémoire, concentration, en perte des bouts, irritabilité extrême. Alors, et la ménopause, en fait, la ménopause, officiellement, la ménopause, c'est 1 an après les dernières règles. Mais il y a la préménopause aussi qui commence entre 10 et 15 ans avant la ménopause. Et là, donc là, tout ça commence à s'installer. Ça, c'est long, ça. Oui, c'est long, ça. Ouais. C'est presque une éternité. Mais c'est ça, c'est que la ménopause, en fait, a un impact énorme dans la vie sociale. Et souvent, soit on n'ose pas identifier des comportements à la ménopause, ou on les identifie, puis là, ça crée des discussions dans un couple, par exemple, où on se demande est-ce que c'est la ménopause ou c'est autre chose. La ménopause peut avoir le dos large, quand même. Oui, c'est ça. Ça peut avoir le dos large. Mais quand on arrive à comprendre que certains comportements sont influencés par un phénomène physique du corps, ben, ça change quand même notre façon d'aborder la chose, non? Oui, non, c'est sûr que ça change complètement la façon d'aborder la chose. Bon, les 2 hormones principales impliquées dans la ménopause, c'est la baisse de progestérone qui commence généralement en préménopause et la baisse de l'oestrogène. L'oestrogène est responsable de plus de 600 fonctions dans le corps. Cerveau, digestion, endocrinologie et tout. Alors, c'est quand même, oui, ça a un impact. Souvent, les femmes vont prendre du poids aussi, digestion plus difficile. Alors, c'est certain que lorsqu'on se ramasse et que notre corps est tout désorganisé comme ça, il y a des gestes qu'on peut poser. C'est pas confortable, c'est pas le fun. En fait, on a souvent l'impression, lorsqu'arrive la ménopause, j'entends ça beaucoup de mes clientes, puis je l'ai vécu aussi, on se reconnaît plus. C'est ça que les gens disent. On a l'impression un peu de « OK, je suis en train de péter une coche, là. » Puis le conjoint ne reconnaît plus sa conjointe non oui, plus. ça va dans les 2 sens, oui, tout à fait. Oui. Donc, au niveau des effets physiques, après on va prendre des effets sociaux peut-être, mais au niveau des effets physiques, donc, il y a toute une panoplie d'impacts. Ah, c'est à Est-ce l'infini. que les femmes, tu penses, les reconnaissent et les identifient, ou est-ce que même des fois, il y a des effets secondaires que même les femmes ne connaissent pas? Bien, on n'en parle pas, on commence à en parler. Véronique Cloutier a fait un travail remarquable. Ensuite, Madeleine Roy, a fait vraiment un super travail à Radio-Canada. On en parlait peu. Et ce que j'ai vécu, mon expérience de coach et aussi mes brefs mois dans une compagnie d'assurance, c'est que les femmes vont voir les médecins, puis les médecins non plus commencent à reconnaître ça, mais on va traiter pour autre chose, souvent la dépression, alors que c'est pas ça du tout, c'est juste un déséquilibre hormonal qui est là. Donc, les symptômes physiques, ils sont, bon, on a parlé de bouffées de chaleur, on a parlé d'insomnie, on a parlé de prise de poids, irritabilité, digestion toute croche, donc ça touche tous les systèmes. Souvent, ça va avoir un impact sur la thyroïde parce que c'est une autre hormone et tout ça doit être synchronisé, harmonisé ensemble. Alors, c'est sûr que physiquement, toujours être fatigué, chercher ses mots, se lever 12 fois par nuit, ça vient parfois avec des descentes de vessie. Donc, plein de choses comme ça qui ne sont pas toujours rigolotes. Mais heureusement, aujourd'hui, on en parle un peu plus. Alors, ça... Puis au niveau social, à ce moment-là, parce qu'on va voir le lien, évidemment, spirituel, puisque l'individu va chercher, j'imagine, à se retrouver. Hein. Si on ne se reconnaît pas, ben, il faut se retrouver. Et ce que je voyais, moi, dans la série avec Véronique Cloutier, c'est que même avec son conjoint, ça a créé énormément de situations difficiles. Et les hommes aussi qui ne comprennent pas ce qui se passe, ou qui ne veulent pas comprendre, ou qui ne prennent pas le temps de comprendre, vont avoir à ce moment-là, il va y avoir un impact dans la relation qui va être énorme. Donc au niveau social, il y a aussi des impacts
Qui peuvent être difficiles à identifier, mais qui sont réels. Oui, non, il y a beaucoup d'impact. Oui, dans les couples, c'est certain que ça a un impact. Souvent, c'est par ignorance, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Dans le milieu du travail aussi, c'est énorme. Dans les générations qui nous ont précédés, les femmes en ménopause, elles ne travaillaient plus. Maintenant, les femmes en ménopause, elles sont au top de leur capacité physique, elles sont en haut de l'échelle. Hein? De l'échelle. Et là, tout à coup, tu te ramasses avec plein de symptômes qui font en sorte que c'est difficile de faire tes journées. Donc, ça peut ralentir les carrières des femmes. Encore faut-il que les employeurs puissent accommoder tout ça, puis trouver une façon qu'on en parle. J'ai une collègue d'ailleurs qui travaille principalement en entreprise pour soutenir les femmes en ménopause, parce que c'est une force de travail importante. Et en plus, là, on est en pénurie de main-d'œuvre, fait qu'on ne peut pas se permettre de se priver de toute cette expérience-là, ces compétences-là, et de brimer les femmes pour un déséquilibre hormonal. Donc oui, c'est sûr que c'est un impact social. Puis est-ce que c'est un thème, tu penses, qu'on évite d'aborder ou qu'on ne veut pas vraiment aborder, qui reste encore tabou, que même dans les couples, on n'a pas trop ça régulièrement sur la table? Bien, je pense que Véronique a fait un super job pour le sortir du placard et qu'on commence à en parler. C'est sûr que c'est tabou parce que on a de la misère à comprendre. Au niveau de la science est quand même assez avancée, donc physiologiquement, on commence à comprendre ce qui se passe. Mais c'est pas glorieux de parler de ménopause. C'est pas sexy comme sujet. C'est pas. Alors oui, il y a beaucoup de tabous. Puis il y a des femmes qui ont envie d'aller se cacher. Tu sais, mais c'est pas comme si on avait un plan B là. Alors toi, tu fais quoi concrètement avec les personnes qui te consultent pour ce sujet-là? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'on fait avec ça finalement alors? Moi, en tant que coach santé, je travaille sur tous les facteurs de vie modifiables. Donc, le médecin, l'infirmière qui s'occupe du volet médical, prise de sang, équilibrer les hormones, bioidentiques aux besoins. Moi, je fais beaucoup d'informations et je travaille sur tous les autres volets. Je travaille au niveau de l'alimentation, au niveau de l'exercice, du sport, gestion du stress, méditation, relations sociales, communauté, parce que souvent, la femme en ménopause a tendance à se retirer alors qu'elle a besoin d'une communauté. Sommeil, repos, hobby, trouver un sens à sa vie, parce que souvent, la ménopause arrive aussi à un moment dans la vie où les enfants sont plus grands, où on se retrouve avec soi-même, on a plus de temps. Qu'est-ce qu'on va faire des 40, 30, 40, 50 prochaines années? Donc, moi, je travaille sur tous les facteurs de vie modifiables, qui est quand même une grosse partie de l'équation, parce que en ménopause, une fois qu'on a réglé les hormones, ça c'est un choix personnel de prendre ou ne pas prendre des hormones bioidentiques, mais une fois qu'on a réglé ça, tout n'est pas parfait, fait qu'il y a tout le reste qu'on peut... les hormones bioidentiques? Oui. C'est quoi? Tu fais ça comment? Véro en parlait. Ouais, j'ai pas noté. Ben, en fait, jusqu'à il y a quelques années, les hormones qui étaient prescrites aux femmes étaient des hormones synthétiques, alors que là, maintenant, on est capable de recréer les mêmes hormones que le corps crée. C'est cela qu'on appelle les hormones bioidentiques. L'objectif, autant chez les hommes que chez les femmes, les hommes n'ont pas de ménopause, là, mais ils ont l'andropause, c'est de garder les niveaux d'hormones de façon optimaux, qu'ils soient le plus optimaux possible. Ça ralentit le vieillissement, mais surtout, ça nous permet de bien fonctionner. Ça, c'est autour, quand on est en santé, c'est autour de 25 ans, autant chez l'homme que chez la femme, que le taux d'hormones est optimal. Donc, c'est de recréer ça, mais avec des hormones bioidentiques, celles que le corps produit et reconnaît et qui contribuent à plusieurs centaines de fonctions différentes dans le corps. Mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont comme... Moi, j'ai aucune idée si mes hormones sont... équilibré ou pas, on fait ça comment? Un bilan sanguin. Un bilan sanguin, oui. Normalement, les femmes, les hommes, on devrait... Ben, en fait, à la ménopause, premier symptôme de la préménopause, on devrait faire un bilan sanguin. Et c'est assez facile à reconnaître. C'est pas tellement compliqué. Puis même chose chez les hommes aussi, d'ailleurs.
Alors, au niveau social, on est dans un domaine ici où on cherche à avoir un bien-être. Toi, tu travailles pour que les gens aient un bien-être général, c'est à tous les niveaux, Ouais. intérieur aussi, mais fonctionnel, au travail, à la Mhm. famille, etc. Et si on cherche à avoir un équilibre entre sa méditation, son intériorisation, sa performance spirituelle, puis qu'on est en plein déséquilibre hormonal, puis en pleine crise C'est ménopause. plus compliqué. Ah ouais? C'est-à-dire? Ben, c'est plus compliqué parce que les hormones viennent tout chambouler l'intérieur, la perception, la réalité. Donc, tout ça est un peu déformé. Euh, la bonne nouvelle avec les hormones, c'est que ça se rééquilibre quand même assez rapidement et pas toujours facilement, là, mais c'est quand même, c'est quand même accessible maintenant comme médecine. Et le, la période de la ménopause aussi, c'est un moment, bon, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais c'est un moment de se retrouver, de se redéfinir. Tu sais, en Chine, en Inde, dans les populations ancestrales, c'est quand même un passage de vie important. C'est le moment de la vie où la femme devient empreinte de sagesse. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit sur le sujet qui s'appelle La sagesse des grands-mères. Donc, cette intériorité-là, une fois qu'on l'a retrouvée, bon, on devient capable d'affronter nos démons, parce qu'il y en a beaucoup. Mhm. Et on est capable de retrouver, de se reconnecter à son essence d'une certaine façon qu'on a oublié parce on s'est occupé des enfants, on s'est occupé du travail, on s'est occupé d'un million de choses. Alors, c'est un moment propice pour un deuxième printemps, justement, se redéployer. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qui reste à faire dans notre bucket list? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Donc, redéfinir. Parfois, c'est des micro-changements, parfois, c'est des virages plus abrupts, mais c'est un bon moment pour éliminer tout ce qui fait plus notre affaire, là. Les femmes, après 50 ans, ont tendance à éliminer tout ce qui vient créer de l'interférence négative autour. Ça, elles ont tendance à le faire si elles ont une volonté de s'aider ou si elles sont conscientes de ce qui se passe ou elles vont le faire même si elles ne sont pas conscientes. Ça aide d'être consciente quand même, oui, oui. Est-ce qu'on peut se permettre d'être personnel? Vu que tu es là avec nous, hein? Dis-nous. Toi, tu as vécu ça comment? Alors, comment t'as pris conscience? Comment tu as volontairement abordé les symptômes? Puis comment tu as voulu gérer ça? Ben, Avais-tu tous les outils à la base ou tu as été obligé d'aller en chercher toi-même? ben, j'en avais quand même plusieurs. Je suis bien entourée, puis je suis entourée de gens qui sont bien entourés aussi. Alors, j'étais déjà quand même assez conscientisée à ça. Moi, mes premiers symptômes de ménopause sont arrivés à mi-quarantaine environ. Ça commence généralement troubles du sommeil, digestion et tout ça. Donc, je suis allée consulter des médecins qui étaient spécialisés en hormonothérapie bioidentique. Donc, il n'y en avait pas des tonnes il y a une dizaine d'années, mais il y en a de plus en plus. Puis, moi, j'ai l'avantage ou l'inconvénient d'être très sensible, alors je les sens, ces changements-là. Tu sais, quand il y a quelque chose qui se passe, et j'ai comme le réflexe, bon, pas tout le temps, là, mais tu sais, d'essayer d'aller voir puis de me faire aider pour voir comment est-ce que je peux aborder ça. Mais est-ce qu'il y avait des effets secondaires que tu n'aurais pas soupçonnés, qui t'ont vraiment proposé des défis peut-être plus importants ou plus difficiles à surmonter? L'insomnie. L'insomnie, ça a probablement été le plus grand. Se chercher, c'est le brain fog, là, tu sais, le brouillard mental, là, tu sais, c'est comme, OK, qu'est-ce que je fais, là? Je suis qui? Tu sais, c'est quoi? Pourquoi je suis là? Puis c'est quoi les prochaines étapes? Puis bon, moi, j'ai toujours été du genre à expérimenter plein de choses au niveau de la bouffe et de façon de vivre et lifestyle. Alors, j'ai abordé ça avec curiosité, mais j'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup de soutien. Et je fais partie des femmes qui n'ont pas eu tant d'effets secondaires que ça. Il y en a. Est-ce que c'est parce que j'ai commencé plus jeune à prendre des hormones bioidentiques?
ou est-ce que c'est par génétique? Je sais pas. Mais j'ai abordé ça. Mettons qu'il y en a des pires que moi, mais ça n'a pas été de tout repos quand même. Je suis vraiment naïf à ce niveau-là, mais est-ce que des hormones, il y en a des femmes qui refusent d'en prendre? Oui, ou qui oui, oui. préfèrent... Ben, c'est un choix hyper Ouais. personnel. C'est pas toutes les femmes qui en ont besoin. C'est comme non la plus. question des vaccins ou des... Ça, On est dans un autre, Ah, on ouais. est dans un autre, dans une autre sphère. Il y a des femmes qui en veulent pas parce qu'elles veulent vieillir normalement sans rien prendre. Mhm. Et qu'est-ce que tu fais alors pour des gens qui veulent pas, parce que là, ça devient plus compliqué. Donc, si tu n'arrives pas à rééquilibrer les hormones... Il y a des façons naturelles d'équilibrer les hormones. En naturothérapie, il y a plusieurs suppléments qui peuvent Aider. avoir des effets sur les hormones. Donc, il y a plusieurs chemins possibles. Donc ça, toi, tu les proposes aussi, si jamais des gens veulent Ben, pas... moi, je suis pas naturopathe, donc mais Ouais. Tu je diriges. propose, je dirige, oui, Ouais. je dirige vers, oui, donc tout à fait, pour que les femmes soient le mieux accompagnées possible. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, à part les hormones, à commencer par la nourriture. Ce qu'on mange, là, on peut pas nier que ça a un effet sur notre santé physique hormonale. La base est à peu près toujours la même, c'est d'éviter les produits inflammatoires et les produits transformés. Donc, c'est toujours les mêmes accusés. Sucre raffiné, huile végétale transformée, gluten, produits laitiers pour certaines personnes. Donc, et vraiment de focaliser sur la densité nutritive, donc aller chercher les aliments qui ont le plus de minéraux, de vitamines, d'acides aminés, donc les 40 éléments de base dont le corps a besoin pour fonctionner optimalement. Puis il y a une grande partie qu'on peut faire par l'alimentation. Je présume que la plupart de tes clients sont des clientes. En ménopause, oui. Ah oui. dans ton travail, hein, parce que je sais que tu fais autre chose que la ménopause ici. Oui, je fais autre chose que la Mais ménopause. si un homme vient te voir comme client en disant, moi, je reconnais plus ma femme, et puis même les femmes qui m'entourent ou ma patronne ou peu importe, alors, tu ferais quoi comme approche? Qu'est-ce que tu dirais aux hommes qui comprennent pas, ou qui n'ont peut-être pas saisi, ou qui sont peut-être pas simplement outillés, éduqués? Comme moi, je me considère ne pas l'avoir été avant d'avoir regardé la série. Là. C'est intéressant parce que l'année dernière, on a fait 2 cafés ménopause. Je travaille à 2 cliniques. L'une, c'est le CMIA. Les cafés ménopause. Café ménopause, oui. Et c'est un lieu de... C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre où les femmes se rencontraient. On s'est rencontrés 2 fois. On avait abordé la santé du cerveau. C'est vraiment un lieu d'échange, de soutien, de communauté, d'information, de partage pour l'importance de la communauté. Et c'est intéressant parce qu'à un moment donné, il y a un homme qui voulait s'inscrire, puis on s'est demandé, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Parce que les femmes, souvent, quand elles se confient, vont parler de leur homme, donc on ne veut pas nécessairement qu'il soit là. Alors finalement, l'homme était pas venu. Pour répondre à ta question, ben je pense que c'est toujours dans mon travail de coach santé, le volet éducation est quand même très grand. Tu t'informes, tu donnes de l'information, t'invites l'homme à lire, à se renseigner, à soutenir, à comprendre, à ouvrir son cœur, à faire grandir sa compassion et à être informé surtout, parce qu'il y a probablement des choses, que ce soit au niveau de la bouffe ou bouger plus, c'est super important aussi pour c'est important tout le temps, là, mais en ménopause, ça l'est probablement encore plus. Donc, avec les hommes, je dirais que c'est surtout le volet éducationnel qui prime vraiment, essayer de comprendre aussi comment fonctionnent les hormones. Et le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme sont complètement différents. Bon, ça, vous étiez probablement déjà au courant. Mais avec les changements hormonaux, le cerveau de la femme peut vieillir plus rapidement que le cerveau de l'homme. C'est pas les mêmes circuits qui vont être affectés. Donc, c'est vraiment un rôle informatif à ce moment-là auprès des hommes et d'accompagnement. La femme, à cette période-là de sa vie, va avoir besoin de beaucoup de soutien, de compréhension, d'amour et d'être dirigée vers les bonnes personnes. Ouais. Mais ça, enfin, je plaisante à moitié, mais comme tu dis, la ménopause peut avoir le dos large. À ce moment-là, il faut être prudent pour gérer ce genre de besoin d'amour pourrait être permanent après, évoquant l'idée que la ménopause se prolonge. En fait, l'idée, c'est que
Souvent, quand c'est là que la femme veut aller, on va commencer par les hormones. On va commencer par équilibrer les hormones. Une fois que les hormones sont équilibrées, si c'est encore tout croche, c'est que le problème, c'était pas les hormones. Fait qu'on va continuer à fouiller et à chercher ailleurs. Est-ce que c'est une crise de couple, une crise de la cinquantaine, un problème digestif? Bon, parce qu'on parle beaucoup aussi du microbiote depuis quelques années. Le microbiote a un impact sur le cerveau. Donc, une fois que les hormones sont équilibrées, on va aller fouiller ailleurs pour voir c'est quoi le problème. Tu vois, l'impact que tu as, enfin, le lien que tu as fait avec ta spiritualité personnelle, ta démarche intérieure, parce que tu as toujours été, enfin, depuis qu'on se connaît, très active, à te questionner aussi sur le qui suis-je, ce que je fais, où est-ce que je m'en vais. Oui. C'est des questions qu'on a depuis bien avant la préménopause. Je pense qu'on a Oui, toujours oui. ces questions-là. Est-ce que tu as trouvé que la période de ce nouveau printemps t'a obligé aussi à aborder la spiritualité différemment ou faire attention à des questions en particulier différemment? Bonne question. Je dirais que ma spiritualité, depuis quelques années, elle prend, je ne sais pas comment le nommer. Avant, ma spiritualité était plus éthérée. Maintenant, ma spiritualité est plus incarnée. Donc, il y a comme, plutôt que de fuir la matière, j'essaie plutôt de l'intégrer. Donc, c'est d'habiter, c'est de plus essayer d'habiter mon corps, habiter la matière, puis plutôt que de la fuir parce qu'elle ne travaille pas comme je veux. Donc, c'est vraiment plus un espace d'acceptation, d'accueil, pas toujours facile, de tous les états, puis de tout ce qui vient avec. Donc, c'est ça, je dirais que c'est plus dans la matière. Je serais curieux, on a encore un petit peu de temps, des fois on n'ouvre pas trop les micros, mais à savoir si jamais il y en a qui ont des questions ou en ligne, s'il y en a qui ont des questions qui veulent les écrire dans le chat. Ah, c'est vrai, il y a des gens en ligne? Oui, techniquement, il y en a qui vont l'être, qui vont nous regarder en 2350, dans 200 ans, ils vont se dire, hey, ça parlait de ménopause, c'était avant-gardiste à l'époque. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à imaginer ce genre de scénario où des YouTube sont regardés dans 200 ans, puis les gens vont dire... dans les archives de... Comme nous, on regarde Charlie Chaplin. Oui, voilà, ils vont nous regarder comme ça. Ouais. Mais donc, s'il y en a qui avaient des questions, n'hésitez pas, mais ça me ferait plaisir. Monsieur, une question. Ouais. Est-ce qu'on va peut-être... oui, peut-être. Est-ce qu'on va peut-être te donner un micro, comme ça, les gens en ligne pourront t'entendre? Il faut le mettre très près de ta bouche, puis comme ça, les gens en ligne vont comprendre. Je peux-tu savoir à quel âge que ça l'arrête, la ménopause? Très bonne question. Ça dépend, oui, de définition. Donc, la ménopause, c'est 1 an après les dernières règles. Donc, ça, on est officiellement ménopausé. 45 ans, 45 ans. Normalement, c'est plus entre 50 et 55, normalement. Puis, il y a des exceptions. Il y en a, j'ai la mère d'une cliente hier qui était ménopausée à 36 ans. Mais généralement, c'est début de cinquantaine, mettons entre 50 et 55. Des fois, c'est un peu avant, des fois, c'est un peu après. Puis ça arrête quand? Ben, ça dépend ça dépend des dictionnaires. Normalement, une fois la ménopause, on dit qu'on est post-ménopausé, donc il n'y a plus vraiment d'effets secondaires. Ben oui, les effets perdurent, mais ce que je veux dire, c'est dans les termes, la ménopause, à partir du moment que ça fait 1 an que les règles sont arrêtées. Puis après ça, ben... le temps passe. Il y a d'autres questions, des gens en ligne qui veulent... Est-ce que ça vous rejoint, ce thème, ou est-ce que c'est... est-ce que mais vous dites, probablement que si vous êtes trop jeune ou étant homme, ça nous touche moins parfois. Ben, je ne sais pas si ça nous touche moins comme homme, hein? J'ai une autre question. C'est ce que vous avez toujours voulu savoir et que vous n'avez jamais osé demander? Oui. Osez. À la ménopause, est-ce que les femmes perdent leur libido? Est-ce que les femmes perdent leur libido? Les femmes peuvent perdre leur libido à la ménopause. Il y a, ça fait drôle de parler de ça ici, mais il peut y avoir une sécheresse vaginale qui s'installe. Mais ça, lorsqu'on rééquilibre les hormones, normalement, ça se replace automatiquement et la libido aussi revient. Ouais. Une fois les hormones rééquilibrées, la libido retrouve ses droits.
Mais pendant la période de la ménopause, c'est peut-être possible que les femmes se retrouvent tout à coup très différentes d'un point de vue relation sexuelle, quoi. Oui, surtout s'il y a des inconforts physiques, oui, c'est sûr que ça peut être très différent. Puis parfois, c'est pas à cause de la ménopause qu'il n'y a plus de libido non plus. Fait que, tu sais, c'est la poule et l'œuf. Ça, c'est dur d'identifier d'où viennent les symptômes. Oui, est-ce que c'est la relation que c'est usé? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est la surcharge de travail? Est-ce que c'est l'insomnie? Donc, on met tout ça arrive dans la même période. Oui, non, puis non, c'est une période intense. Ça peut être 2-3 ans, là, le temps d'identifier tout ça. Heureusement, on est mieux informé, puis il y a de plus en plus de ressources. Mais oui, ça peut être une période intense et inconfortable. Ouais. Mm-hmm. Oui. Pour les hommes... Madame avait une question. Allez-y, posez la question, puis on est à... allez-y, là. Je voulais juste poser la question par rapport à cet équilibre donc hormonal, les hormones que vous appelez bioidentiques. Bioidentiques. Est-ce qu'il faut absolument que cette personne les prenne juste après la ménopause ou plus tard? Est-ce qu'il y a il y aura des problèmes si la personne, par exemple, va décider de les prendre 10 ans après ou 5 ans après ou bien comment? En fait, on peut commencer l'hormonothérapie bioidentique à la préménopause, donc bien avant la ménopause. Mais si la personne veut les prendre plus tard? Si la personne veut les prendre plus tard, c'est aussi possible. Ça dépend combien de temps plus tard, puis ça dépend des médecins, puis ça dépend des enjeux hormonaux, mais les femmes peuvent commencer plus tard, il n'y a pas de problème, dans la plupart des cas. C'est quoi plus tard? Qu'est-ce que vous appelez plus tard? C'est du cas par cas. Il faut faire des bilans hormonaux dans ce cas-là. Et ça, c'est les médecins ou les infirmières qui peuvent les lire et les décoder. J'ai suivi les formations, mais j'ai pas les compétences nécessaires pour interpréter. Ça c'est très médical. C'est très médical, oui. Donc, je pourrais pas. Mais pour répondre à votre question. C'est le bilan, en fait, hormonal qui va définir... C'est à partir du bilan hormonal qu'on peut décider d'aller vers l'hormonothérapie, mais on peut y aller après, il n'y a pas de problème. Puis peut-être un autre fait, tantôt tu me posais la question sur les impacts physiques aussi, mais un des impacts physiques de la ménopause c'est l'ostéoporose. Mm-hmm. L'ostéoporose est souvent due à une baisse importante d'hormones. Alors, est-ce qu'on peut lever ça? Pardon? Est-ce qu'on peut lever ça, cette ostéoporose qui est en lien avec les hormones? Parce que très souvent, ils donnent je ne me rappelle plus du médicament qu'ils donnent. Oui, ça, c'est des questions médicales. J'ai l'information, mais je préfère ne pas répondre à ça. Oui, parce que c'est très technique aussi selon les individus. Oui, c'est du cas par cas. C'est les médecins qui évaluent, les infirmières spécialisées en hormonothérapie, les IPS. Est-ce qu'on peut équilibrer l'ostéoporose avec un équilibre hormonal? L'idée, c'est de s'assurer que l'ostéoporose n'arrive pas. Mais bon, ça, c'est... Ah, il ne faut pas qu'elle soit installée. Je préfère ne pas répondre à cette question-là. Il y a des exceptions, il y a du cas par cas et tout. Alors, c'est sûr que l'équilibre hormonal joue dans toutes les fonctions du corps, y compris les os. Alors, c'est sûr que plus l'équilibre hormonal est optimal, plus on diminue les risques des autres problèmes de santé liés au vieillissement. Ouais. Puis il y a toute une branche aux États-Unis qui est très grande, qui s'appelle le Anti-Aging Medicine, où on nous promet de vivre jusqu'à 120, 130 ans, en bonne santé et tout. Mais ils travaillent principalement avec des hormones, garder les taux hormonaux le plus optimaux possible. Ouais. C'est ça, c'est qu'il y a des symptômes qui viennent des fois d'autres facteurs. Qui, à mon avis, sont vraiment de la compétence des médecins de déterminer... S'il y a quelqu'un qui n'a pas de symptômes, qui n'a pas eu de symptômes, moi particulièrement, je n'ai pas eu de symptômes. Bien, tant mieux, faites partie des 20% des chanceuses qui n'ont pas de problème. Alors, vous remerciez la vie. Il y avait une autre peut-être question? Tu parlais d'andropause. Oui. Tu parlais d'andropause tout à l'heure. Puis tu disais que aussi les hommes avaient un déséquilibre hormonal. Oui, c'est souvent moins marqué que les femmes, mais c'est quand même là. Oui. OK.
Ça veut dire que les hommes pourraient prendre de L'hormonothérapie bioidentique, oui, tout à fait. Oui, oui. Il y a des hommes qui prennent de l'hormonothérapie pour garder dans le cas des hommes, c'est plus la testostérone, mais pas que. Alors oui, tout à fait, l'hormonothérapie existe pour les hommes aussi. Merci. Oui. S'il y avait d'autres questions, non? Parce que le sujet, tu vois, je sais que c'est un peu particulier de parler de ça, mais pour moi, c'est comme si... Ah, Lynn, tu avais une question? Vas-y. Oui, j'aurais une petite question. Moi, c'est passé depuis longtemps. Il y a peut-être encore des choses, même si j'ai l'impression de ne plus être dans une période de ménopause. Est-ce qu'il peut y avoir des effets quand même hormonaux par la suite? Parce qu'à l'époque, moi, j'ai eu des traitements d'acupuncture et j'allais voir aussi une homéopathe et ça a réglé 90% de mes problèmes. Ah, merveilleux, merveilleux. Oui. Alors, c'est ça. Ma question, c'est est-ce que, même si on a l'impression d'avoir passé cette période-là, que tout semble avoir été pas mal réglé, avec l'hormonothérapie, entre autres, là, est-ce qu'il reste quand même des effets? Est-ce qu'il y a quand même des symptômes qui persistent ou qui peuvent émerger? Et si on suit un traitement, c'est ça, jusqu'à quel point est-ce que c'est effectif? Et un traitement d'hormonothérapie ou hormonothérapie ou n'importe quel traitement, en fait, parce qu'il y a plusieurs façons de s'aider. À ce moment-là, est-ce que ça règle le problème dans le sens pour la femme, dans le couple ou au niveau professionnel? Est-ce que la femme peut avoir retrouver une vie à peu près normale comme ce qu'elle avait avant les traitements? Je dirais une vie meilleure, moi. Je serais optimiste jusqu'à ce point-là. Encore une fois, si le problème était les hormones, puis que les hormones sont équilibrées, oui, on va retrouver une vie normale. On retrouve de l'énergie, il y a plus de clarté, il y a plus, je parlais de la sagesse. C'est un grand moment de liberté pour la femme, la ménopause, une fois que tous les problèmes adjacents sont contrôlés. Alors oui, on peut retrouver pleine vitalité, pleine énergie, focus. D'ailleurs, quand j'ai fait une petite vidéo pour inviter les femmes, pour parler de ménopause aux femmes, ça dure 2 minutes, et c'est ce que je leur dis, c'est un moment où on peut se déployer, on a le temps de se repenser, de se retrouver, reconnecter à ses valeurs, reconnecter à son essence. OK, les enfants sont partis, qu'est-ce que j'ai envie de donner maintenant, de laisser, d'explorer, de découvrir et d'être libre? Moi, je voyais ça important parce que je me dis, dans notre volonté d'être bien avec soi-même, puis surtout d'être bien avec les autres, et c'est pour ça que j'arrêtais pas de dire, c'est important pour moi que tous les hommes parlent de ça aussi, puis qu'on entende les femmes nous parler de ça, parce que peut-être que les maris en ont entendu plus. Moi, j'ai pas cette relation, je suis pas en couple, mais je sais pas, mais je voyais bien dans la série de Véro qu'ils n'en avaient pas tant parlé que ça, même si elle était très stimulée, parce qu'ils en parlaient devant la caméra finalement, puis ça devenait, évidemment, c'est de la télévision, mais c'était une réalité qu'ils ont confrontée à cause du documentaire. Puis je parle d'individus allumés, conscientisés, intelligents, impliqués dans la communauté, dont la femme était aussi quand même une personnalité forte. Et je me dis, si son mari n'était pas au fait de tout et n'en avait pas suffisamment parlé, ça a pris un documentaire pour que lui-même soit conscientisé. Je me disais, nous, j'imagine, les couples normaux où le sujet reste encore un peu tabou. Puis nous, dans une organisation dirigée par les femmes où on n'en parle jamais, je me dis, moi, je me vois mieux comprendre maintenant des femmes avec une attitude absolument non stéréotypée, cliché, peu importe, ou aucune gêne d'aborder le sujet. Mais au contraire, c'est comme si je me dis, si c'est mes sœurs qui ont ça à vivre, comme frère, je vais vouloir dire, on peut s'en parler, puis je veux les accompagner, puis je veux comprendre ce qu'elles vivent, parce que c'est important. Puis je trouve ça dommage qu'on fasse en sorte dans la société, à cause d'avoir des sujets tabous, que des gens vivent des choses
puis heureusement, pas tout le monde. On est conscient qu'il y a plein de femmes qui vivent bien ce passage, mais pour celles qui sont pas minoritaires, qui ont quand même un chambardement dans leur vie, ben, si les hommes sont pas capables d'en parler, de comprendre, puis d'être à l'écoute, puis d'être dans la bonne discussion. Parce que ce que je vois, c'est que quand le sujet de la ménopause n'est pas mis au grand jour, nommé, identifié, ou même si on sait qu'il y a des zones floues, je comprends que les frontières sont floues, si tu as un mauvais caractère aujourd'hui, c'est pas toujours à cause de la ménopause, c'est peut-être juste Oui, t'as le mauvais caractère, c'est drôle, depuis que tu as l'âge de 10 ans, mais bon. ça, c'est oui, autre mais chose. là, c'était la puberté. C'est autre chose. C'est la puberté, oui, d'accord. Mais tu te dis, si on n'en parle pas, je me dis, on n'aura pas un rapport sain avec tout le monde. Tu sais. Puis je pense, et pour moi, ça a beaucoup changé mon ouverture face aux femmes. Ben, bravo, bravo. On en côtoie, moi je côtoie beaucoup de femmes dans la cinquantaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Et je me dis, c'est bien d'avoir cette ouverture d'esprit pour accueillir les gens, parce que pour moi, la spiritualité, c'est un ensemble. C'est quelqu'un qui aura un problème d'obésité, par exemple, et j'ai fait des reportages là-dessus. C'est seulement après, pour moi, avoir fait l'effort de m'informer sur l'obésité, de la comprendre mieux, d'en parler avec des spécialistes, de la déstéréotyper aussi, de comprendre l'empathie face à l'obésité. Enlever les mythes aussi. Oui, de comprendre mieux m'a permis d'avoir des rapports plus sains avec des personnes qui souffrent de l'obésité. Parce que si tu n'es pas informé, puis moi c'était mon cas, ben, il y a un malaise. Si tu es avec une personne obèse, tu sais qu'il ne faut pas dire de choses qui vont blesser, mais tu ne sais pas comment parler à la personne. Et pour moi, d'être une personne spirituelle, ça ne veut pas juste dire que tu es un peu élevé dans les grandes notions philosophiques, puis que tu n'as pas l'outillage aussi pour parler de choses très réelles. Tu sais, d'être dans le vrai, d'être dans le vrai. Le vrai, puis le vrai, il n'est pas toujours confortable, il n'est pas toujours lumineux. C'est ça, il faut comprendre ce que les gens vivent. Oui, il faut comprendre ce que les gens vivent. Bon, tu parlais de couple, c'est souvent un temps de séparation, divorce, il y en a beaucoup à la ménopause, justement parce que le sujet est tabou, puis parce que la communication n'arrive pas à se faire entre les deux conjoints, parce que la femme ou l'homme, un des deux, est mal informé, parce qu'on n'a pas les ressources. Bon, là, c'est en train de changer, mais il faut des médecins ouverts à ça aussi, c'est ce qui n'était pas toujours le cas. Heureusement, il y en a de plus en plus. Puis souvent aussi, les femmes qui sont mal prises en charge se retrouvent à être surmédicamentées avec des médicaments qui ne vont pas régler leur problème, parce que si leur problème est hormonal, c'est pas le médicament autre qui va régler le problème à la base. Donc, ça, j'ai vécu ça aussi beaucoup dans ma courte expérience chez un assureur, où tu as des femmes qui se ramassent en arrêt de travail, qui sont surmédicamentées, mais que le problème est absolument pas réglé, dont celui des douleurs chroniques. Quand l'estrogène baisse, les douleurs chroniques, articulations et autres apparaissent. Donc, c'est vraiment central, puis ça touche quand même la moitié de la population. Donc, c'est vraiment central que la ménopause, on en parle ouvertement, qu'on enlève les tabous, qu'on fasse tomber les murs. Alors, ben bravo d'avoir osé lever le sujet, qui va être en ligne pour longtemps encore. Je me demandais avant de clore, je peux me permettre, je ne sais pas, est-ce que d'autres personnes en ligne auraient voulu... Ou toi, Tania, est-ce que tu as une pensée lumineuse et sagesse? Est-ce que Tania, allô? Elle vient de disparaître. Moi, je serais curieux de savoir, parce que t'as été la première personne à qui j'en ai parlé. de faire... d'aborder le sujet, parce que je dis, Tania, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut qu'on en parle au centre. Et oui, Tania est une femme qui vit des moments comme toutes les femmes, c'est ça. Mais à quoi tu penses, Tania, c'est ça? Si t'es pas obligé, on peut fermer l'enregistrement. Mais moi, je serais curieuse de l'entendre. Mais parce que Tania est quand même très impliquée au niveau spirituel et puis au niveau corporel aussi, de par son travail, elle travaille avec le corps, pilates. Donc, on est très curieux, Tania. Mais avec le micro. Oh gosh, elle va m'en vouloir pour ça. Je trouve ça très intéressant.
Oui, moi, je suis en train de vivre cela, je peux dire. Et non, pour moi, c'était jamais un peu tabou, peut-être parce que les symptômes, les choses étaient assez évidentes. Mais aussi, c'est important que les gens autour de moi sont à l'aise avec le fait de ce que je vive. Mais j'aime bien l'idée que les femmes vont trouver, bien sûr, de l'aide, mais aussi de compréhension. Et parce que moi, je sais, pour moi, je suis en train mes symptômes ne sont pas comme, comment dire ça, des choses qui comme changent mon comportement ou mon humeur, quoi. Mais j'ai connu des femmes ça a créé beaucoup de problèmes. Et je pense que même à l'époque, ce n'était pas clair que c'était lié à ça. Mais on revu comment des choses. Oui, je pense que absolument, les femmes n'étaient pas comprises et tout le dégât ça a créé dans leur vie sans la compassion, sans l'empathie. Oui, c'est vraiment énorme. Ouais. Vraiment énorme. Puis quand on n'est pas préparé, c'est effectivement difficile. Puis je pense, en terminant, j'ajouterais un petit mot sur l'estime de soi. Tu sais, c'est comme un moment où on a l'impression qu'on se reconnaît plus, qu'on dort pas, qu'on est irritable, que les enfants sont partis, qu'on n'est plus fertile, où on a passé beaucoup de temps à s'occuper des autres toute sa vie, puis que là, c'est plus là. L'estime de soi peut en prendre un sacré coup, un grand, grand coup. On se voit vieillir, on se voit rider, les cheveux qui deviennent blancs, la cellulite, le corps qui change, les varices et tout le kit. Donc, c'est le temps de ramener vraiment sa valeur. C'est le temps de venir au centre de Raja Yoga. C'est assez. Ah ouais, venez vite ici. Bon, ben, vous pourriez faire une pub pour attirer les femmes. Ouais. Donc, c'est vraiment le moment où la décrépitude... de la ménopause à la meilleure pause. Voilà. Donc, c'est vraiment un temps tout indiqué pour retrouver son estime de soi, puis ses valeurs, puis ce qui nous anime, puis ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait vibrer, puis qu'on se reconnaisse et qu'on se retrouve. Mais je pense que tu mets vraiment, en tout cas, selon moi, tu mets le doigt sur c'est toujours un peu cette valeur à laquelle on revient, mais l'estime de soi, moi, c'est ça que j'ai vu peut-être chez des femmes, sans en parler, c'est ta personnalité qui est remise en question, c'est ton choix de vie, puis c'est certain que la femme risque de douter d'elle-même, puis parce que les autres doutent d'elle aussi, de sa performance. Je disais, les femmes au travail. Moi, après avoir vu ce documentaire, puis depuis qu'on en parle, je regarde les femmes qui m'entourent au travail, puis l'ouverture est là maintenant, de dire, c'est peut-être pas tout est là-dessus, mais c'est peut-être un facteur. Nous, on dit toujours au travail, des fois, on sous-estime que les gens peuvent vivre des choses difficiles, pas la ménopause seulement, mais la perte d'un proche. Il y a des gens qui s'occupent de leur maman, puis ils ne vont pas l'annoncer nécessairement à tout le monde au travail. Puis toi, comme gérant ou gestionnaire ou coordonnateur, des fois, tu ne fais pas attention. Tu penses que la personne a une mauvaise performance. Et moi, il y a longtemps, j'ai appris dans la gestion de tâter le terrain avant de parler de performance, de voir si l'individu est... qu'est-ce qu'il vit intérieurement. Puis chez les femmes, je pense que ce sera très difficile au bureau d'aborder ça en réunion avec ton patron, de dire, écoutez, moi, c'est la ménopause. J'imagine c'est pas évident d'aborder ça. Alors, non, c'est pas évident. J'abonde l'idée d'avoir de l'empathie. Moi, depuis que j'ai été sensibilisé un petit peu, je reconnais des signes chez certaines personnes, puis j'essaie de bien sentir, il faut accompagner la personne, parce que nous, ça nous fait des histoires de ventilateurs, de température, de climatiser. Oui, il me semble que les étés sont plus chauds tout d'un coup. Donc l'estime de soi, mais aussi, je reviens sur ce mot liberté, parce qu'à la ménopause, on a, je pense que naturellement, la femme est portée par vouloir sortir du moule.
Mais tu sais, quand il n'y a plus de moule, quand il n'y a plus de routine ou que c'est différent, c'est pas toujours confortable de casser le moule et d'aller explorer comme un électron libre qui on est vraiment en donnant moins d'importance au regard extérieur, mais plus au regard intérieur. Écoute, un immense merci d'avoir accepté ce petit défi de venir nous parler de cela ici au centre. Alors, moi, je suis très heureux qu'on ait eu la chance d'aborder ce sujet. J'espère que ça vous convient. C'est méditatif, mais sous une autre forme. Ça complète une vue d'ensemble du Raja Yoga. Ben, c'est une belle façon d'intégrer la matière, hein? Absolument. Ben, surtout la notion d'être une âme dans un corps. Tu sais, moi, je pense qu'on n'est pas une âme qui flotte à l'extérieur d'un corps, mais on est bien une âme dans un corps. Et ultimement, ben, être bien dans son corps aussi, ça demande d'être en connaissance de ce que vit le corps, de respect par rapport au corps. Comment il fonctionne. D'être respectueux de cette machine incroyablement merveilleuse qui nous a été offerte, puis d'en prendre soin convenablement. Et alors, merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça. Merci pour l'invitation, en espérant que ça ait pu vous... Oui, moi je suis sûr, ça va nous accompagner. Puis, tu sais, c'est ce genre de sujet, OK, on va s'en souvenir. Je pense que ça va nous habiter dans des discussions futures, dans des relations futures. Et on aura tous l'occasion, je suis sûr, de... Ah, tiens, on en avait parlé au centre, justement. Oui, vous en avez parlé au centre. Puis on a Eric qui est ouvert et qui comprend moi, je suis ouvert. ce que les femmes vivent. Alors, on peut se laisser avec quelques minutes de silence, méditation. Et merci encore, Eugénie. Merci. Sans proposer vraiment un commentaire de méditation, peut-être juste nous inviter à revenir un petit peu à cette image que je vous proposais au départ, celle dans laquelle on se retrouve dans un petit espace personnel, dans lequel on aurait placé au centre de l'espace une petite chandelle. Juste de repenser à ce qu'on vient d'entendre depuis quelques instants. Et de se dire que tout ça, ça nous invite à avoir un cœur encore plus grand, plus ouvert. Chacun peut réfléchir à quelles sont les valeurs qui m'inspirent dans ce qu'on vient d'entendre. Comment est-ce que je peux être à l'écoute davantage des autres ou à l'écoute de mon corps? Comment je peux développer une attitude avec encore plus d'empathie? Et comment finalement j'arrive à accepter tellement mieux ma relation avec le corps et accepter la relation que les autres entretiennent avec leur corps. Je prends juste quelques instants pour vivre les valeurs qui m'inspirent.
Merci encore, merci à toutes et à tous. Et si jamais vous voulez consulter avec Eugénie, on trouve sûrement sur les réseaux sociaux facilement. Sinon, vous m'appelez, je vous mets en contact avec Eugénie. Si vous connaissez des femmes ou des hommes qui ont besoin d'en parler, je vous suggérerais de la contacter. J'ai des cartes d'affaires aussi, si jamais il y en a qui sont Formidable. Merci encore à toutes et à tous et à très bientôt.